Bonsoir et bienvenue à Prono NFL, les experts, l'émission qui regroupe tous les experts francophones de la NFL pour faire tes pronos, tes picks, tes paris, pour ruiner tout le budget de ta maison. Mais de toute façon, c'est la crise, c'est l'inflation. Quoi qu'il arrive, que tu gagnes ou que tu perds, tu finiras pauvre de toute façon. Donc ça ne change pas grand-chose. Nos experts, eux, ne profiteront pas de la retraite à 65 ans puisqu'ils ne branlent rien. Et donc, ils ne cotiseront jamais assez de toute façon. Et puisque le foot américain, il n'y a pas de riches dans le foot américain en France, que des pauvres. Et connaissez cette stat, sachez que les gens qui gagnent des bas salaires, en moyenne, meurent. Il y en a un tiers qui meurt à 62 ans. Voilà pourquoi la retraite à 65 ans, c'est vraiment génial comme truc. Bref, bonsoir et bienvenue. Il n'est pas concerné par la retraite à 65 ans, c'est Rémi. Il nous vient de Belgique. Bonsoir Rémi. Bonsoir, bonsoir. On espère atteindre déjà 62 ans, parce que tes chiffres font peur. Ou alors il faut commencer à gagner beaucoup, je sais pas. Mais... il a 70 ans et il ne voit toujours pas la retraite arriver. C'est notre RoboCastor. Bonsoir FMB. Bonsoir à tous. Voilà. Bon, lui, c'est un écrivain, il vit de ses royalties. La retraite, il lui rit au nez. C'est Olivier Rival. Bonsoir, Olivier. Salut. Tranquille. Bonjour. Voilà, il s'achète des bouquins sur bouquins sur bouquins. Lui, il est étudiant et donc il est pauvre de chez pauvre et fan des Jets, donc double punition. C'est Maître Scooby. Bonsoir, Maître Scooby. Bonsoir. C'était le bon réflexe. L'happening. On va avoir encore un coup de fil du fan club des Jets. Ce soir, nous allons causer foot US. Nous allons parler de Miami, Cincinnati, Philadelphia, Jacksonville, LA Rams, San Francisco, Cleveland, Atlanta. Mais pour commencer, le match le plus passionnant du week-end, celui qui fait mouiller sa petite culotte à FMB. Il s'agit d'Arizona contre Carolina. Et FMB, ouais. tu es tellement agité par ce match que je vais te laisser ouvrir. Ouais. Alors, je sais pas qui fait l'émission, mais qui choisit les matchs. Mais alors là, il faut le renvoyer. Hein. Ouais. Les gars, je demande un vote immédiat. Non, mais comme disait un très sage pronostiqueur belge, quand il y a deux équipes pourries, il faut donner la préférence à l'équipe qui reçoit. Donc voilà pourquoi j'ai donné Carolina. Rappelez-vous quand même que la semaine dernière, j'ai donné Carolina et ils ont gagné. Donc là, je pense que Matt Rhule a toujours la pression. Donc ça va être un match en fait assez simple. Si Carolina arrête Murray à la passe, puisqu'il a déjà fait 784 yards. En course, il a fait 65 yards, donc il est quand même en 3 matchs, c'est pas des masses. Et de l'autre côté, pour Arizona, alors je sais pas s'il y a des fans d'Arizona en France, mais comment ils vont arrêter MCM, il faut vraiment que les linebackers d'Arizona commencent à plaquer dur et fort. Donc ça pourrait être le cas, mais franchement, je vois Carolina un match serré, je sais pas, du 27-23, un truc comme ça. Voilà, désolé, mais c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ok. Non, t'énerve pas. Rémi ? Bah écoute, effectivement, j'avais cet adage qui disait de choisir l'équipe à domicile quand deux équipes pourries s'affrontent. Je mets pas encore les Cardinals, je dis bien pas encore dans les équipes pourries. Ils pourraient bien vite tomber dans ce panier, hein, mais pour l'instant, j'ai envie d'y croire sur ce match-là, ne nous emballons pas. Et je pense que Murray peut faire mal à la défense des Panthers. Et c'est le seul élément pour moi qu'on peut ressortir un petit peu parce qu'il est capable de choses, on l'a vu, il est capable de certaines folies, on l'a vu face aux Raiders et il fait gagner le match un petit peu tout seul à son équipe. Et j'ai l'impression qu'il est malheureusement condamné à faire ça sur cette saison. On avait l'habitude de voir des Cards qui débutent bien la saison, il l'avait fait l'année dernière avant de s'effondrer totalement. Là, ils ont effectivement décidé de commencer directement à être mauvais. Mais j'ai quand même l'impression qu'au niveau des turnovers, on peut avoir quelques boulettes
dans le chef de Mayfield et ça pourrait coûter cher aux Panthers. Je les vois gagner de justesse, justement grâce à ces plays rallongés de manière démesurée par Kyler Murray, sa mobilité qui pourrait faire très mal, malgré le fait qu'effectivement il n'a pas été aussi percutant qu'on pourrait l'imaginer en ce début de saison. Ça reste sur un terrain synthétique, hein. Je rappelle. C'est très juste, c'est très juste. Et c'est vrai que ça pourrait jouer son rôle. Mais voilà, je les vois passer d'une courte tête, tout simplement parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, effectivement, on a un Christian McCaffrey qui n'est pas si incisif qu'il ne pourrait l'être. Il est toujours à la limite de la blessure. On a parlé de quelques entraînements loupés la semaine dernière notamment. Et j'ai l'impression que ça restera son défaut. Et le fait qu'effectivement, ça manque d'armes que pour pouvoir le soulager. Voilà. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il peut faire mal, mais que malheureusement, ça reste très limité et que la menace me semble unique et unilatérale. Donc voilà, je donne mon petit avantage aux Cards, sans grande conviction, mais voilà, petit avantage, victoire de 3 petits points. Ok, merci beaucoup Rémi. Olivier ? Alors écoute, comment te dire, depuis le début de la saison, j'ai fait 3 semaines à 7 sur 16, donc en fait, je serais sans doute meilleur si je lançais une pièce pour désigner mes équipes, puisque je serais probablement aux alentours des 8 sur 16 à chaque fois. Et alors, ces deux équipes-là, qui sont des équipes dont j'ai un désintérêt profond, je les ai même pas regardées une seule fois cette saison. Donc, comment te dire que j'ai joué l'équipe à domicile, parce que voilà, j'ai joué l'équipe à domicile. Regardez pas ce match et passez au match suivant. Comment il est désagréable. Scooby ? Moi, je trouve ça intéressant de faire des pronostics sur des équipes qu'on n'a jamais regardées. Je trouve que c'est conceptuel. Mais non, parce que tous les matchs des Panthers, bien sûr. Ah oui, Baker Mayfield, c'est mon bébé. Alors moi, j'ai choisi Arizona. Parce que je pense qu'ils sont pas si mauvais que ça. Ils ont, pris l'eau à certains moments. Je trouve qu'ils ont pas été, si vous voulez, c'est plus une équipe qui a mal joué que vraiment mauvaise. Il y a quand même de bons éléments. Kyler Murray fait le travail. La défense contre la course, c'est une des top 10 de la NFL. Donc, elles vont quand même réussir à ralentir Christian McCaffrey. Et c'est assez compliqué de jouer à la passe du côté de Carolina. Donc, je pense quand même que l'équipe globalement d'Arizona est meilleure que celle des Panthers. C'est assez surprenant la victoire face aux Saints. Ça a été surtout couplé par plusieurs turnovers du côté de New Orleans. Et voilà, je pense que si Arizona arrive à trouver son rythme, ils pourront gagner ce match-là. Voilà. Et pour l'histoire, les matchs dont on parle dans ces émissions, pour l'instant, FMB, il en a eu 10 sur 13. C'est quand même un beau score, hein, même pour les matchs pourris. Surtout que la semaine passée, Carolina, il les a choisis vraiment avec son cœur. Ouais. Donc, franchement... il est encore passé proche du perfect la semaine dernière. Respect. Voilà. Le prochain match, il s'agit des Browns contre les Falcons. Olivier, tu as le crachoir. Écoute, alors c'est à peine meilleur que le match précédent, hein, pour le coup, ce Falcons-Browns. Alors du côté des Browns, on est sur une équipe qui me paraît être un peu comment dire, un peu à la dérive, en dehors de son jeu de course qui permet de maintenir l'équipe à flot. Et du côté d'Atlanta, j'étais très très inquiet après le départ de Ryan. Je me suis dit, ce coup-ci, ça va vraiment être la saison de reconstruction complète du côté des Falcons. On peut déjà rayer tout espoir pour cette équipe cette année. Et puis finalement, ils montrent pas des si mauvaises choses que ça. Ça n'a pas été non plus voilà, bon, ils ont pas non plus performé de manière délirante, mais ils ont quand même bien résisté contre les Rams. Ils ont perdu que de 4 points. Ils ont perdu d'un seul point contre les Saints. Donc, écoutez, voilà, c'est un petit peu une équipe qui arrive à s'en sortir, qui fait pas des si mauvais matchs que ça. Je suis un petit peu étonné par ces Falcons. Donc voilà, ça va pas être non plus un match absolument spectaculaire, mais je joue quand même les Falcons dans un match avec ça devrait être assez serré. Mais pour le coup, je joue Atlanta.
Ok, merci beaucoup. Olivier, Rémi? Écoute, je vais aller de nouveau à contre-courant de mon adage, mais ouais, je vais me diriger vers Cleveland tout simplement, comme l'a dit Olivier, il y a un élément concret très solide, c'est le jeu au sol de Cleveland, qui est vraiment impressionnant. Je pensais pas que Nick Chubb allait être si performant, il a encore fait un gros match la semaine dernière, il dépasse allègrement la barre des 100 yards. Et au final, Brissett, on sait que ce sera jamais un grand quarterback, mais il m'a quand même étonné face aux Steelers la semaine dernière. Il a été plutôt correct. Il a su profiter des bonnes courses, des bons déplacements d'Amari Cooper qui retrouve un petit peu un bon petit niveau, qui a dépassé aussi les 100 yards. Il trouve facilement son tight end Njoku, qui sera une arme très précieuse, je pense, dans ce match. D'ailleurs, on a un duel entre deux tight ends d'un assez bon niveau à ce niveau-là. Et du côté des Falcons, effectivement, c'est moins catastrophique qu'on pouvait l'imaginer. Tous leurs matchs sont extrêmement serrés. Donc, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils sont toujours présents. Et donc, j'ai tendance à donner mon avantage à Cleveland simplement parce qu'ils sont beaucoup plus concrets au sol et que c'est peut-être moins une turnover machine comme peut l'être Mariota qui, la semaine dernière, balance encore 2 interceptions qui sont, à mon avis, évitables. Et effectivement, contre les bonnes équipes, ils ont tendance peut-être à perdre une courte tête, mais on l'a vu contre les Seahawks, ils gagnent de manière au final peu convaincante défensivement. Je trouve qu'au niveau défensif, on est vraiment sur une équipe qui est un peu en difficulté. Là où ils ont été agréablement surprenants offensivement, ben voilà, donc match où ça va scorer, je pense, parce qu'on n'a pas de défense conquérante, mais avantage Browns pour le temps et le jeu au sol, tout simplement. Merci Rémi. Scooby? Ouais, comme ça a été expliqué, c'est quand même 2 très bons jeux au sol. Cleveland numéro 1 et Atlanta numéro 5. C'est 2 équipes qu'on sait. Alors, je dirais, non, Cleveland, ils sont bons au sol. Ils ont toujours été plutôt bons avec Nick Chubb, avec Kareem Hunt. Là, celui qui surprend un peu, c'est Cordarelli Patterson, qui est impressionnant cette année, qui s'est vraiment fait une full reconversion en running back. D'un autre côté, je trouve que la défense de Cleveland est quand même légèrement meilleure. Quand même, ils ont montré des bonnes certains moments, surtout au niveau de la défense au sol, où ils sont pas mal classés au niveau NFL. Donc, c'est pour ça que je vois Cleveland remporter. Et alors, je pense que défensivement, ils sont quand même mieux construits, plus intéressants. Et Jacoby Brissett est quand même plus à l'aise, je trouve, à la passe que Mariota. FMB? Ouais, moi, pareil, moi, j'ai mis Cleveland aussi. Mariota, c'est un peu ma grosse déception. Contrairement à mon cher ami Olivier, moi, je pensais qu'Atlanta allait être bon avec Mariota, parce que c'est quand même un QB mobile. Il a une intelligence de jeu assez bonne, en fait. Mais là, quand même, il a 3 TD, 3 int. Ça fait mal, quoi. Et Brissett, de l'autre côté, il fait son taf correctement. Il a 4 TD avec une interception. Il assure vraiment. Ouais, on l'a dit, les jeux au sol, ils sont fabuleux des 2 côtés. Donc, moi, je pense que la clé du match, ça va être vraiment. Il y a un match dans le match entre Drake London et Denzel Ward. Et s'il arrive à mettre la misère à Drake London, je pense que là, Mariota, il sera bien emmerdé parce que les autres receveurs, je pense qu'ils ne sont pas au même niveau. Donc, il faudra que Peterson joue un gros match au sol pour faire gagner Atlanta. Donc, voilà. Donc, interception. Répète après moi. Ta mère a appelé. C'est ça. Merci beaucoup. FMB, les Rams contre les 49ers. FMB, il y aura des intes sur ce match? Sûrement. Ouais. Il y aura une perception, on dit. Bon. On est en France, mon gars. Pour le monde de la francophonie. Donc, vas-y, on t'écoute. Donc, je vois, pour moi, c'est San Francisco. Alors, pourquoi? Parce que les Rams, c'est la grosse déception aussi. On pensait qu'ils allaient revenir. Ça va être très difficile de faire un repeat au Super Bowl.
En fait, je crois que les Rams ils sont à l'image un peu des stats de Stafford. 4 TD, 5 interceptions. C'est-à-dire que ouais, ils scorent, mais ils en prennent plein aussi. Quand on voit, à part Cup qui assure, il a déjà plus de 280 yards en 3 matchs, mais bon, c'est pas mal, mais c'est pas le top non plus. Mais on voit qu'ils ont quand même problèmes au niveau des running avec Akers et Anderson, donc ils les font tourner, mais je les trouve un peu courts en stratégie de jeu. Donc pour moi, les 49ers, alors c'est vrai que je les mettais favoris depuis le début dans la NFC, mais on en parlait avec Rémi tout à l'heure, c'est que quand je regarde un peu les images contre Denver, les 49ers sont très décevants. On voit que McDaniels manque dans la stratégie de jeu un peu. C'est clair, mais bon, Jimmy G, il assure quand même, donc il est quand même à 2 TD, un hit. Il fait comme Brissett un peu, il fait son taf, quoi. Il assure. Lance était quand même à 0 TD et une interception avant qu'il se blesse, donc c'était pas top. Je pense que ça va pas être un grand match non plus, mais je dirais la matière grise est quand même plus importante côté San Francisco. C'est pour ça que j'ai mis ce choix-là. Ok, merci beaucoup. Je te sens un peu trop excité par ce match, FMB. Ouais, non. Parce que, les autres, enfin là, pour l'instant, on n'a pas des matchs qui sont hyper passionnants. Je suis désolé. Et Olivier va dire le contraire, je pense. Ok. Et après, vous pourrez parler des matchs que vous voulez quand vous voulez. Rémi? Ouais, sur papier, je pense qu'on aurait pu tous marquer ce match entre deux potentiels candidats au play-off, voire plus. Parce que c'est deux équipes qui tournaient bien l'an dernier, qui sont quand même plutôt bien coachées. Et au final, c'est deux grosses déceptions de cette saison. Surtout les 49ers, j'en attendais beaucoup plus d'eux, et c'est pour ça que sur ce match-là, je vais donner mon avantage aux Rams. J'ai quand même l'impression que offensivement, les Rams sont capables d'être un peu plus concrets, là où les 49ers se cherchent, notamment au sol. On avait vu une équipe de 49ers qui était capable de varier les jeux et de vraiment ennuyer tout le monde avec un jeu au sol absolument hallucinant l'an dernier, avec une variation dans les plays, ce qui était vraiment... C'était quasiment impossible de les bloquer au sol. Et ça tournait avec plusieurs running backs, avec un Deebo Samuel qui était clairement le couteau suisse de l'équipe. Là, encore la semaine dernière, ils ont réussi à limiter Samuel qui tente 5 courses et qui est limité à 6 yards à peine. Donc, je suis vraiment déçu. On les voit perdre contre des équipes plutôt faibles parce qu'on ne peut pas dire que les Broncos soient des foudres de guerre cette saison. Et en face, on a des Rams qui effectivement ne sont pas ce qu'on attendait. On a un Stafford qui distribue pas mal d'interceptions. Il en a déjà, je pense, à 5 cette saison, si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut se corriger. Il a quand même des bons receveurs. Cup est absolument exceptionnel. Higbee fait une belle saison aussi au poste de tight end. Et je pense qu'offensivement, ils vont tout simplement réussir à avancer beaucoup plus aisément que leurs adversaires dimanche. Et je donne clairement mon avantage aux Rams. Je pense que c'est le genre de match dans lequel ils peuvent se relancer. Et en cas de défaite du côté de San Francisco, il sera peut-être temps de s'inquiéter parce que pour moi, il y a un gros problème, surtout offensivement et dans ce jeu au sol qui était si beau à voir l'an dernier et qui fait peine à voir cette année. Merci beaucoup. Rémi, Scooby? Oui, le match. Non, je plaisante. Désolé de te réveiller. Effectivement, vous avez raison tous. C'est assez décevant. D'ailleurs, moi, j'étais un peu surpris de certaines remarques, mais je suis allé vérifier. Effectivement, statistiquement, les 49ers ont une meilleure attaque. Alors, une meilleure défense, je pense que c'est secret personne. Mais ils ont fait plus de yards par match que les Rams cette saison, qui peut paraître très surprenant. C'est vrai qu'ils ont 2 victoires face à des équipes qui ne sont pas les meilleures pour le moment, à savoir les Falcons et les Cardinals. Ouais. Croire qu'ils savent battre les oiseaux. Et par contre, leur premier match face aux Bills, ils ont eu énormément de difficultés. Effectivement, c'était un peu un cauchemar même.
Alors certains voyaient un possible Super Bowl. C'est vrai que Stafford n'est pas au top de sa forme, qu'on dirait que Jared Goff est un meilleur quarterback actuellement que lui. Malgré tout, malgré toutes les avis négatifs que je viens de dire, je pense quand même que les Rams vont se réveiller dans ce match-là. De l'autre côté, des 49ers, c'est pas glorieux non plus. C'est une défaite 11-10 dans un match où les punters ont plus brillé que les quarterbacks, c'est assez compliqué. Depuis le début de saison, on voit quand même qu'ils ont beaucoup de mal, les 49ers. Même que le Garoppolo qui a repris les mains, ça ne va pas. C'est vrai que, en fait, Rico faisait la remarque, t'as l'air d'être à FMB, t'as l'air d'être en forme pour ce match, t'as l'air content. Non, en fait, le problème, c'est que c'est le remake de la NFC Championship de l'an dernier, mais on a deux équipes plutôt pas très intéressantes. Mais je pense que les Rams sont individuellement des meilleurs éléments. Ils ont Allen Robinson aussi en attaque, qu'il ne faut pas négliger, qui est un très bon receveur, qui a pu faire ses marques surtout au deuxième match. Donc, malgré Nick Bosa et la très très bonne défense des 49ers, je pense que les Rams peuvent avoir l'ascendant et gagner suffisamment de points, peut-être 15-16 points, qui pourraient suffire à battre les 49ers. Alors, Maître Scobie, puis que vous sortez les stats, si tu regardes les 7 derniers matchs rencontres entre les deux équipes, je crois que les Rams ont perdu plus de 6 fois. Ah ouais. Ils ont gagné que la finale NFC. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est juste. C'était la folle série des 49ers. Ouais. C'est pas faux. Olivier, quelque chose à rajouter sur ce match passionnant ? Je pense que voilà, tout a été un petit peu déjà dit. L'attaque plutôt côté Rams, défense côté plutôt Niners. Les Niners ont l'habitude effectivement de gagner contre les Rams, souvent parce qu'en plus à Los Angeles il y a plus de fans des Niners que des Rams, ce qui peut des fois un petit peu aider. Mais j'ai quand même l'impression que oui, même ça arrive, ça arrive il y a 3 semaines. C'est lui aussi l'équipe de Los Angeles. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression que les Rams étaient un peu encore dans leur nuage du Super Bowl. Ils n'étaient pas hyper prêts. J'ai l'impression que ça commence à un petit peu mieux tourner là depuis la semaine dernière. Alors que du côté des 49ers, le match contre Denver était quand même assez pitoyable du côté de l'attaque. Donc j'ai l'impression que quand même les Rams sont en train un petit peu de se réveiller. Il y a quand même on parle quand même du champion sortant, Stafford, Cup, etc. Ça peut refonctionner très bien. Donc je pense que ils vont briser la malédiction contre les 49ers ce week-end. Et je joue les Rams, mais ça sera pas forcément un match très très ni ouvert ni très très facile pour le vainqueur. Ok, merci beaucoup Olivier. Je tiens à souligner juste un truc pour tout le monde. L'équipe de LA, j'ai déjà dit, mais je préfère le dire de façon audible. L'équipe de LA, c'est USC. C'est pas une équipe NFL. Ouais, personne te contredit. Il y a les Raiders. Ok. Merci beaucoup de la précision. Avant de passer au match suivant, coup de cœur, coup de gueule, qui en a pas ? Moi, j'ai un mini coup de gueule sur ce début de saison. Bon, on peut pas je sais pas si on peut appeler ça un coup de gueule, mais voilà, j'en attendais plus de pas mal d'équipes et je trouve que le niveau en ce début de saison, après, oui, on va me dire, c'est bien, ça propose des matchs plutôt ouverts, mais j'ai quand même l'impression que c'est ouvert de par le côté... Ouais, nivellement par le bas, on va dire. Ouais. De par le côté décevant de pas mal d'équipes, il y a peu d'équipes. On est d'accord. Il y a peu d'équipes qui me font rêver. Par exemple, je prends l'exemple effectivement des Bills qui sont peut-être les plus convaincants cette saison et qui la semaine dernière malheureusement pour Olivier se plantent. Mais non, il y a peu d'équipes. J'ai pas été impressionné par la moindre franchise cette saison. Et il y a surtout des belles écuries de l'an dernier. On a parlé des deux équipes qui étaient au Super Bowl l'an dernier, qui étaient en finale de conférence. Au final, on se retrouve avec des équipes qui sont plutôt en mode mineur. Après, c'est vrai que c'est le début de saison. Avoir son pic de forme trop tôt, on l'a vu pas mal de fois, que c'est pas toujours la bonne idée. Mais je m'attendais quand même à avoir des équipes plus disciplinées, plus dominantes. Là où je suis plutôt sceptique quant à la domination de certaines équipes. Au début de saison, j'étais persuadé que
certaines grosses cylindrées allaient surdominer. Et au final, c'est pas du tout le cas. Donc, petit coup de gueule à ce niveau-là. Je trouve que le niveau est un peu plus bas que ce qu'il n'a été l'année dernière, par exemple. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Rémi, j'ai l'impression que après, c'est un peu un niveau global dans le football, surtout en NFL. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que les joueurs, globalement, les équipes sont meilleures qu'avant, dans le sens où je trouve que les joueurs on peut trouver partout, je dirais pas d'excellents joueurs, mais de bons joueurs. Tout le monde a des bons joueurs, tout le monde n'est pas si mauvais que ça, tout le monde arrive à battre tout le monde assez. La semaine dernière, les coachs, on a tous rigolé en pensant que les coachs allaient se prendre 40-0 contre le Chiefs et au final, ils ont gagné le match. Ouais. Mais au final, c'est pas non plus l'upset du siècle. Hein. C'est arrivé. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins que le niveau du top NFL est moins bon qu'avant. Ouais. Il suffit de regarder en fait d'un joueur qui considère toujours, enfin, surtout l'année dernière, le meilleur des meilleurs, c'est Davante Adams, qui est multiple fois pro bowler. Regardez les stats qu'il a avec Jordy Nelson, donc l'ancien receveur star des Packers. Les stats se ressemblent beaucoup et Jordy Nelson n'a fait qu'une fois le Pro Bowl. Il n'a jamais été All-Pro. Ouais. Et c'est des choses comme ça qui me font dire que j'ai l'impression, en regardant un peu, que le niveau global moyen est assez haut, hein, quand même. Ça, plutôt, tout le monde n'est pas mauvais quand même en tant que starter NFL. Enfin, on comprend, c'est entre joueurs NFL parce que sinon, si on se compare à n'importe qui, c'était relatif. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a moins en moins de le niveau très haut, je sais pas, il baisse un petit peu. Mais moi, mon petit coup de cœur que je vais dire, c'est alors, si on reste sur la NFL, après j'en dirai, je vais laisser les autres parler. Moi, j'aime beaucoup ce que proposent les Jaguars, Jacksonville. Ouais, c'est assez impressionnant. Et ce serait bien que d'autres équipes qui n'ont pas été bons puissent prendre exemple. Je ne citerai pas laquelle, mais voilà. Ce serait dans la même conférence que ça ne m'étonnerait pas. Mais... Ah, mais là, Rémi, tu as lancé un vaste débat parce que tu as plein de gens qui pourraient te dire l'inverse en disant si tu regardes les stats des QB, ils ont des QBR de plus de 60%. Ça veut dire que les QB sont de plus en plus précis, meilleurs qu'avant. Donc, mais si on regarde la globalité, c'est vrai qu'on est déçu. Je pense que c'est plus, moi, par la stratégie de jeu, l'intensité des matchs qui est faible. Mais c'est vrai que les joueurs, si on les compare par avant, ils sont sûrement aujourd'hui plus athlétiques, plus costauds, plus rapides. Donc, c'est à mon avis, c'est bon. Le football, la stratégie en football américain est complexe, donc c'est sûr qu'il y a plein d'éléments, plein de paramètres à placer. Donc, c'est pas évident de retrouver un niveau intense comme on le voudrait chaque semaine. Donc, surtout qu'on est encore en début de saison, donc c'est pas pour les défendre, mais je pense qu'il y a certains coachs font du bon boulot, d'autres, moi je me pose vraiment des questions. Voilà. Merci messieurs, on reviendra sur les coups de cœur, coups de gueule s'il y en a, mais tout d'abord nous devons parler, Scooby en parlait, du match Jacksonville-Philadelphia. Olivier, tu as la main. Bah écoute, oui, je suis assez d'accord avec ce que disait Scooby. Les Jaguars, c'est un petit peu l'équipe qui déçoit pas cette année, qui est plutôt une heureuse surprise pour leurs fans, qui sont pas forcément les plus nombreux de la ligue, mais qui peuvent apprécier cette équipe cette année. Vous dites que la saison n'est pas terrible, mais dans les premières semaines, on peut assister à... Les Jets ont encore gagné et les Jaguars, c'est vraiment une équipe pas mal. C'est quand même... est-ce que c'est signe d'une bonne saison, sincèrement? En tout cas, c'est différent. Joe Flacco, top 5 passeur de la NFL, et il a battu le record de nombre de passes tentées avec 155 en 3 matchs. Pour revenir à ce match, un match très intéressant à Philadelphie, parce que Philadelphie, c'est aussi la surprise de ce début de saison avec cet excellent départ et un petit peu la confirmation que Jalen Hurts prend un petit peu d'envergure, avec notamment aussi Devonta Smith qui se retrouve aussi sous les projecteurs et qui réussit plutôt bien. Donc voilà, c'est un match intéressant pour le coup. J'ai un petit peu la surprise parce que je joue Jacksonville que
comme l'a dit Scooby, moi j'aime bien les voir jouer cette année. J'aime bien leur défense, j'aime bien leur duo de linebacker avec Josh Allen et David Lloyd, le rookie là de Utah. Ils sont très solides contre la course. C'est la meilleure défense contre la course de la ligue. Et derrière, ils poussent les équipes justement à lancer et ils provoquent beaucoup d'interceptions. Ils sont le numéro 1 pour le nombre d'interceptions, ce qui fait qu'ils ont la balance de turnover la meilleure de la ligue. Ils sont à plus 7 et on sait comment c'est important dans les matchs NFL. Et donc là, je compte un peu là-dessus. J'ai un peu l'impression que pour le coup, contre les Eagles, ils vont empêcher Hurts de faire quelques runs dont il a le secret parfois. Ils vont l'obliger à se concentrer sur la passe et ils vont peut-être provoquer une ou deux interceptions qui feront la différence pour ce match. Donc c'est pour ça que je joue Jacksonville sur peut-être un pick 6 en fin de match ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un petit peu ma petite surprise de la semaine, même s'il faut effectivement se méfier des Eagles qui font un excellent début de saison et qui pour l'instant sont un peu sur leur nuage. Bon, Scooby, t'es d'accord? Non. Non. Si, oui, en partie. Oui, en partie, parce que je ne pensais pas que dans une Week 3 NFL, on aurait une équipe avec deux, donc attaque et défense dans le top 10, avec Jaguars et Eagles. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez surprenant. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les Eagles, c'est la seule. Alors, non, justement, non. Mais c'est une des rares équipes qui commence à rivaliser avec les Ravens en termes de touchdown. Ouais, avec Lamar Jackson, tout court, en fait. Ouais. Mais la vérité, c'est que les gars, c'est quand même une équipe. Tu disais, Rémi, pour moi, c'est Buffalo, l'équipe que je vois la plus dominante, la plus complète de la NFL. Moi, je dirais quand même les Eagles. Les Eagles, quand même, offensivement, ils sont impressionnants. Jalen Hurts, ça roule bien, ça court, ça passe. Devante Smith, qui avait un peu pas fébrile, mais pas très impressionnant, a fait un énorme match la semaine dernière. Défensivement, ils sont présents également. Une des meilleures de la NFL. Il est blessé par contre, hein. Fais attention, Scooby, il est pas sûr de jouer dimanche. Devante Smith, bon, je vais le bencher sur ma fantasy. Mais, en tout cas, là où la différence elle va se faire, c'est que effectivement les Jaguars, ils ont une très bonne défense contre la course. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un peu le point faible leur point faible, c'est un peu la défense contre la passe, où ils sont 20e. C'est peut-être pour ça aussi que les équipes essaient d'exploiter. Donc, ils vont peut-être avoir plus de passes. Et c'est vrai que l'enjeu ici, c'est est-ce que les Eagles vont pouvoir établir un jeu à la passe? S'ils y arrivent, et c'est ce que je pense qu'il va arriver, ils vont réussir à avancer. Et je pense que leur défense va quand même tenir, même si Trevor Lawrence il reprend des couleurs, il reprend un peu le Trevor Lawrence qu'on a connu à Clemson. Je pense quand même que la défense de Eagles va faire le travail, et c'est pour ça que je vois quand même les Eagles remporter le match. Merci, Scooby. FMB? Alors, Olivier il prend des risques quand même en disant que les Jags vont gagner, surtout à Philadelphie quand même. Là, je sais que tu es en retard dans les pronos, Olivier, mais quand même, pas sérieux. Non, ça va être un match passionnant parce que moi, j'attends de voir Josh Allen contre Hurts. Et là, je pense que ça va être ça va être un bon match à regarder. Je suis pas convaincu non plus des Eagles. Ok, c'est vrai que l'apport de AJ Brown a permis un peu d'avoir une autre cible pour Hurts que Devante Smith. Mais je les trouve pas assez convaincants en termes de stratégie. Donc, et d'un côté, on a Doug Peterson qui connaît bien les Eagles. Donc, c'est là où je me dis peut-être que mon ami Olivier, peut-être que, je ne sais pas, il l'a appelé Doug Peterson et il a confié une belle stratégie de jeu contre Philadelphie, qui est un de ses anciens clubs. Donc, mais non, quand même, voir les Eagles perdre chez eux, ça... C'est vrai que c'est le retour de Doug à la maison. Ouais. J'imagine pas les fans des Eagles voir en train de perdre
Voir leur équipe perdre devant une équipe de Floride, ça va être la révolution à Philadelphie. Non, c'est pas possible. Merci FMB. Rémi Ouais. Ah ouais. Finalement. Tu ferais pas la cuisine là ou quoi? Ouais, effectivement, beau match en perspective. Énorme surprise, très belle surprise. C'est vrai qu'au final, on pouvait s'attendre à une meilleure saison des Jaguars, mais là, ils sont vraiment très agréables à regarder, des deux côtés de la balle d'ailleurs. Et c'est ce qui rend ce match plus intéressant. Clairement, je pense que les Eagles ont l'avantage. À domicile, une attaque qui tourne, une défense qui peut faire mal. Mais j'ai l'impression que ce qui pourrait rendre l'affaire sympathique, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des sacs, du côté de Hurts, il y a des risques qui sont pris. Là où Lawrence est plutôt bien protégé, c'était clairement un des points faibles de cette équipe ces dernières années. Et au final, les Jags ont fait un bon petit boulot. Je crois qu'il prend que 2 sacs sur la saison. Là où du côté des Eagles, on en subit 7 déjà. Et donc peut-être un turnover qui pourrait changer le match et en tout cas le resserrer, parce qu'offensivement, c'est 2 équipes qui sont capables de marquer des points. C'est 2 équipes qui sont capables de défendre aussi. Et donc, le match sera très intéressant. Je donne mon avantage aux Eagles à domicile, parce que effectivement, ça tourne plutôt bien. Je regardais d'un œil le calendrier des Eagles et j'ai l'impression que c'est quand même très ouvert et qu'on pourrait se retrouver avec des Eagles qui resteraient invaincus jusque peut-être fin du mois de novembre. Et un déplacement du côté des Packers, je pense. Mais d'ici là, c'est vrai qu'ils pourraient enchaîner. Ils ont des matchs pièges. Celui face aux Jaguars en est un, mais je le vois quand même s'imposer. Merci beaucoup, Rémi. Rémi, tu as raison, juste confirmer ce que Rémi a dit. Donc, les Eagles les Jaguars ont pris que 2 sacs, alors que les Eagles en ont pris 7. Ouais, voilà, c'est des stats. Alors qu'ils ont affronté Khalil Mack, qui est un des leaders de la NFL en termes de sacs. Exactement. Et ils ont quand même été très impressionnants face aux Chargers, qui n'est pas une équipe de bras cassés. Donc, de côte cassée. De côte cassée, pardon. Bon. Bien vu. Messieurs, notre dernier match, celui que vous attendiez tous, il s'agit des Miami Dolphins contre les Cincinnati Bengals. Maître Scooby, vous avez le barreau. Merci. Oh là 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 là. Oh là là, Rico, Oli. Tu vas te coucher, Rico. En tout cas, c'est pas ce que m'a montré Cincinnati depuis le début de saison qui m'a donné le barreau. Effectivement, Cincinnati qui ont remporté leur premier match la semaine dernière, on n'a pas besoin de dire contre qui c'est pas important. Contre Miami, qui est une des équipes invaincues de la NFL, il faut le dire, qui ont battu les Bills. Bills qui leur montait quand même Micah Hyde, mais bon, quand même, ça reste une belle performance de la part des Dolphins. Il y avait que Hyde qui manquait pour le coup. Ouais, c'est clair. C'est tout le monde. Il y avait plus de monde à l'infirmerie sur le terrain. Donc. Mais en tout cas, je trouve que les Bengals, même malgré le fait qu'ils ont quand même repris des coups la semaine dernière, il faut le dire, la défense a mis des très bonnes pressions avec plusieurs sacs. On a vu un Joe Burrow un peu plus confiant, un peu plus mobile, qui a fait des belles passes vers ses receveurs. Je vois quand même les Dolphins un peu plus dominants avec de bons DB, qui ont fait le travail la semaine dernière, une bonne défense, une attaque qui roule. Tua est un excellent quarterback. Enfin, cette année est vraiment pas mal et vraiment impressionnant. Il l'a dit. J'ai essayé, on va clipper ça. Hein. Écoute, mais c'est un fan des Jets. C'est un excellent quarterback. Eh ben. Alors, c'est vrai qu'il a bien joué. Il a bien joué la semaine dernière. Il a bien joué, à ce qui paraît. Mais pour un gaucher. Mais en tout cas, le plus important, c'est de souligner que, tiens, un gaucher à Miami, ça me fait rappeler quelqu'un. Mais en tout cas, pour revenir un peu au sujet, les Dolphins, c'est quand même une équipe un peu plus complète, un peu meilleure. Pour le moment, je ne vois pas Cincinnati complètement convaincant. Je pense que les Dolphins vont être à 4-0 comme les Eagles. Et la semaine suivante, ils jouent les Jets. Donc, Alors, Ils vont être à 4-1.
Et est-ce que vous prenez en compte le fait qu'une partie de la Floride pourrait disparaître dans les heures à venir? Bon, Non. Bon, ok. ils D'accord. disparaîtront invaincus. Rémi, Rémi, c'est à toi. Ouais, justement, je pense que je sais pas s'ils disparaîtront ou pas, mais effectivement, début de saison largement plus convaincant du côté des Dolphins. Mais je pense qu'on retrouve un petit peu des Bengals qui reprennent des couleurs. Il était temps. Et donc je donne mon avantage aux Bengals tout simplement parce qu'on a un match où j'ai l'impression que les Dolphins commencent à avoir un statut de favori. C'est une étiquette qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ces derniers temps. Et ils ont effectivement réussi à surprendre des Bills, comme je le disais avec FMB avant de prendre l'antenne. Je pense qu'on rejoue 10 fois ce match, les Bills le gagnent 9 fois. Mais voilà, c'est vrai que ça tourne bien. C'est vrai que tu est assez impressionnant. En tout cas, il a fait 3 matchs où on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Sur ce match. Effectivement, sur ces matchs-là. Je reste toujours pas convaincu par le potentiel, mais en tout cas, force est de constater qu'il a été excellent, qu'il a su profiter du play call qui est plutôt agressif, de 2 receveurs qui vont extrêmement vite et qui ne sont plus à présenter. Et donc, au final, on aura un match intéressant. À mon avis, on aura du spectacle sur celui-ci. Des défenses qui sont quand même capables de sortir l'un ou l'autre play, surtout du côté de Miami, où j'ai quand même l'impression qu'on a pas mal réglé de choses intéressantes à ce niveau-là. Je donne mon avantage aux Bengals tout simplement parce que je pense que Joe Burrow est capable de sortir un tout gros match. Il a des receveurs qui sont capables aussi de sortir des stats exceptionnelles et on a un jeu au sol qui n'est pas encore tout à fait convaincant mais qui pourrait se développer. On aura un match où ça va scorer beaucoup. Ça ne m'étonnerait pas de voir les 2 équipes passer la barre des 25 points. Et je vois les Bengals l'emporter de 3 ou 4 points maximum. Merci beaucoup, Rémi. FMB? Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. On te sentait trépigné. Donc, oui, tu as fait un excellent match la semaine dernière. Donc, c'est quand même une première. Mais on voit que le boulot de McDaniel se porte ses fruits. J'ai comptabilisé les passes parce que d'habitude, il les envoie un peu n'importe comment. Là, il a fait quand même 6, je crois, passes incomplètes. Donc, ce qui est un record par rapport à notre ami Josh Allen qui a fait 29 passes incomplètes. Mais j'aime bien comment personne l'a aidé, quoi. C'était la classe. Ouais. J'attendais la réaction d'Olivier. Il a fait quasiment plus de 20 passes incomplètes, mais bon, il y avait 63. Ouais, il en complète 42 quand même. Ouais, donc, effectivement. Voilà, sur 63 tentatives, donc c'était énorme. Mais la distribution, ce qui m'a plu, c'est la distribution de Tua. Il y en a 4 à droite, 7 au centre et 7 à gauche. Donc on voit qu'il s'est amélioré. Avant, ça partait dans tous les sens. Avant, c'était 2 en tribune, 7 sur le banc. Ouais. Ce qui me fait que les Bengals vont avoir beaucoup de mal, c'est leur défense avec leurs 2 safety qui sont quasiment toujours en cover 2 Tampa et qui sont assez loin. Donc là, face à Hill et Waddle, à mon avis, ils vont souffrir. Je vois pas comment. Et l'autre point, c'est qu'ils sont pris quand même. Burrow s'est pris 15 sacs déjà en 3 matchs. Donc, je sais pas si vous voyez Burrow, mais Burrow, il est quand même au-dessus. À mon avis, il est comme en dessous du niveau de l'année dernière quand même. Ça fait un peu de la peine parce que tout le monde le voyait déjà comme un élite, c'est un QB élite quand même. Je crois qu'il y a pas de doute dessus, mais je pense que cette année, si ça continue comme ça, il va vraiment souffrir, quoi. Ce qui m'inquiète pour lui, c'est qu'il va peut-être même aller au charbon trop souvent et il va se blesser, quoi. Donc pour les fans des Bengals, moi je serais un peu inquiet. Voilà, on va dire ça comme ça. Et l'autre point qui est un peu aussi décevant, c'est John Nixon. Le jeu au sol qu'il avait l'année dernière était beaucoup plus présent. Cette année, on le voit un peu moins. Là, je sais plus, il est à... Je sais plus à combien de yards il est, mais c'est pas énorme, je crois.
comparé aux autres running back élites de la NFL. Donc voilà, c'est vrai qu'ils jouent chez eux, mais franchement, je pense que les Dolphins sont au-dessus. Olivier, pour clore cette discussion. Allô les Pays-Bas. Écoute, On a rebranché, oui, c'est bon. je suis là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Faut brancher le câble, Rico. Écoute, comment te dire je joue les Bengals, évidemment, puisque il faut qu'à un moment, il y ait un peu de justice dans ce monde. Donc, après avoir battu la troisième défense des Bills en faisant même pas 200 yards, il y a un peu de justice. Il va falloir que les Dolphins perdent ce match. D'ailleurs, je pense que c'est un peu la même. C'est le remix des playoffs de l'année dernière. Donc, les Bills auraient dû battre les Chiefs. C'est les Bengals qui s'en sont occupés. Bah là, c'est pareil. Les Dolphins auraient dû perdre contre les Bills. C'est les Bengals qui vont s'en occuper. D'ailleurs, il y a toute une histoire entre Bills et Bengals. Ça date de la fois où on avait, où Dalton avait réussi à nous qualifier pour les playoffs. Enfin bon, il y avait eu une joyeuse amitié. L'amitié qui s'est créée entre ces deux franchises, leurs fans, etc. Donc là, on compte sur les Bengals pour régler le compte de Tua qui a fait quoi? Il a fait 150 yards contre 0 starter de defensive back. Donc, c'est quand même pas non plus la gloire absolue. Et puis, j'ai l'impression quand même, pour être un peu plus sérieux, que les Bengals ont enfin commencé leur saison. Ça a été beaucoup plus sérieux contre les Jets. Burrow a fait un excellent match, 3 TD. Il a été saqué que 2 fois. Donc, ça commence un petit peu à reprendre un peu la forme qu'il y avait l'année dernière. Je pense que c'était un mauvais départ, un petit peu à l'image des Rams d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, et que ça commence à rentrer dans l'ordre, et que pour le coup là, ça devrait passer, même si c'est pas facile. Hein. Je rigole un peu sur les Dolphins, mais les Dolphins ont une défense qui est quand même qui cède beaucoup de yards, mais qui arrive à faire des gros jeux, qui est excellente en goal line. Ils ont été très très impressionnants contre les Bills sur tout ce qui était goal line la semaine dernière. Donc c'est pas facile de scorer contre eux, mais je pense que les Bengals vont s'en sortir. Messieurs, depuis 1h30, vous râlez sur le choix des matchs qui a été fait pour ce soir. On taquine. De quel match voulez-vous parler, messieurs? Le micro est ouvert, il n'y a rien de préparé. Est-ce que quelqu'un veut parler d'un match? On s'était concentré sur les chocs au sommet proposés, donc écoutez, je pense qu'il devrait peut-être y avoir 90 points aux Bills Ravens de dimanche, donc ça pourrait être sympa à regarder. Je suis étonné que tu n'aies pas choisi le Giants Bears de cette semaine, Rico, d'ailleurs. Oh la vache. On cherche la merde. Rémi. Ou le Jets Pittsburgh. C'est très bien. Voilà ce qui va se passer. Ah là là, je l'ai piqué là. Celui qui fera le meilleur score dans les matchs de cette semaine, les 5 matchs, pourra choisir les matchs de la semaine suivante. Pas mal. Ça sera pas moi, je l'ai déjà fait. Je vous préviens. C'est moi qui... Ça sera pas moi. Je te souhaite bonne chance à Yellow, en tout cas, c'est bien. Si c'est moi qui gagne, je prendrai que les matchs de Jets, vous allez voir. Non, si on peut parler d'un match, je voudrais bien votre avis sur le match Ole Miss contre Kentucky. Je pense que ça va être un match pas mal de la ICC, non? Pas d'avis? Pas d'avis. Ouais. Non, intéressant, il faut voir Kentucky, ce que ça vaut, mais c'est pas mal. Je vais le regarder en tout cas. Ouais, celui-là, il est pas mal. Ouais. Pardon, Rico, c'est juste que. Non, mais la NFL, c'est chiant. Si j'invite à la discussion, c'est pour que ça discute. Je sais pas. Non, mais j'essaie de réfléchir à un match qu'on n'a pas parlé, qui peut être intéressant, mais effectivement, le Ravens Bills, il va être vraiment pas mal, je pense. Ça peut être même limite un teaser pour une finale AFC, on sait jamais. Ouais, Ravens Bills, c'est très sympa, ouais. Et puis alors, il y a quand même le Viking pour le coach à Londres, quand même. Oui, putain. Ouais.
Ça peut être pas mal. Et puis alors, il y a un gros coup de chaud pour celui qui va perdre le Denver Raiders pour le coup. Ouais. Notamment pour le coach, là, ça commence à être un peu chaud, quoi. Ça dépend. Hein. Je pense que si les deux équipes jouent bien, mais que, enfin, moi, C'est un vraiment, gros les si, ça, quand Raiders, même. C'est un gros si, ça, oui. je vais reformuler. Je pense que les Raiders, ils ont vraiment chaud. Je pense que Jeff McDaniel, je sais pas ce qu'il a, et c'est marrant parce que il y a une fois, il a tenté d'être head coach avec les Broncos. Ce serait dommage que ce soit contre les Broncos qui perd sa place de head coach très rapidement. Classique histoire NFL. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, les Raiders, ils ont tout à jouer. Je pense que même si les Broncos perdent, mais ils arrivent quand même à avancer en attaque et Russell Wilson commence à produire. Parce que Russell Cook, là, il cook rien du tout. Tout est brûlé. Rien n'est construit en attaque. Mais en tout cas, si les Broncos arrivent à avancer, même s'ils perdent 35-30 ou quelque chose comme ça peut être intéressant et ça va. Parce que les Broncos sont quand même à 2-1. Mais c'est vrai que là, à 0-4, pire équipe de la NFL pour les Raiders, avec tout ce qu'ils ont investi. Oui, c'est gênant. C'est gênant. Ouais, c'est gênant. Josh McDaniel, tu l'as dit, moi j'ai des doutes quand même sur sa capacité à être un head coach. Head coach, c'est un excellent, c'est un bon coordinateur offensif, mais effectivement, je pense que ça va Surtout, c'est un bon mentor de quarterback. Ouais. On peut dire la même chose d'Hackett, pour le coup. Ouais. C'est vrai. Je suis très très sceptique sur les capacités d'Hackett en head coach pour le coup. Ouais. Mais j'ai du mal avec les je comprends et toi en fait surtout, mais trop de fois j'ai l'impression que trop des coachs ou même des joueurs aussi ont leur talent gâché parce qu'ils n'étaient pas là au bon moment, parce qu'ils n'avaient pas la bonne équipe au bon moment. Ça a toujours été la loi de la NFL. Moi je pardonne pas aux Dolphins. Je ne pardonne pas aux Dolphins qu'ils ont fait à Pat White, par exemple. Il ne faut pas citer. Mais voilà. Ouais, je ne sais pas si c'était vraiment un joueur vraiment fait pour la NFL. Moi, je pense, par exemple, et ce sera un peu un débat qu'on pourrait faire un jour, Lamar Jackson, il y a 20 ans ou 15 ans, il aurait joué en NFL. Bien sûr, c'est sûr. Il n'est pas connu, mais Olivier, il en a marre que j'en en parle, mais Doug Flutie. Voilà. Doug Flutie. Ouais. Voilà. Et un QB comme Cunningham aurait pu avoir une carrière de légende à une certaine époque. Steve Young aussi, il a eu du mal. Ouais. Donc, on fait l'histoire, Rico. C'est beau, hein. Là, il faut. On montre qu'on a de la culture, Rico. C'est ça. Il faut encore. Je me disais que c'était bizarre. Il faut une émission dédiée à ça. Exactement. Mais oui, pour un joueur, et surtout pour un quarterback, c'est d'où la problématique aujourd'hui de trouver un bon quarterback qui va rentrer dans le système mis en place par le coach et le coordinateur offensif et le spécialiste le coach et quarterback. Ouais. C'est un travail énorme aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus trop une époque, la multiple offense, la pro style, où c'est le joueur qui va s'adapter. Moi, je pense beaucoup à ce que disait Tim Couch quand il était arrivé de Kentucky à Browns, quand il est passé du air raid à être under center, à faire des play action, des choses comme ça. Ouais. Il disait que ça n'allait pas, il n'avait pas les moyens pour faire ça. Bien sûr. S'il jouait d'une manière plus aujourd'hui, comme de la spread, plus que passing game, ça aurait été plus intéressant. Voilà. T'es content, Rico, en meuble? Regarde, non, il n'y a pas de meuble. Tim Tebow, il n'avait jamais pris un snap au cul du centre. On compte. En NFL, malheureusement, oui, tu as intérêt à savoir tout faire. Messieurs, Tim Tebow a gagné un match de playoff. Ouais. Je pense que quand on commence à parler de Tim Tebow, c'est qu'on a atteint la fin de ce qu'on avait à dire. Non, mais regarde, c'est un grand jeu. Non, mais je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Regarde comment il a joué en NCAA. On va se mettre à genoux. On va mettre à genoux au sol. Voilà, c'est le temps de rentrer faire une prière. En NCAA, il a fait des matchs super. Moi, j'en ai vu quelques-uns. J'étais quand même assez scié, quoi. Voilà. Bon. Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine NFL. Ouais. Excellente semaine à vous. Portez-vous bien. Et rendez-vous tous devant Arizona, Carolina. Hein, exactement. On a battu ensemble. Allez, bonne soirée, messieurs. Ciao. Salut. Je sais pas.